Salut les terriennes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, non. Paul McCartney s'est marié, Lennon n'est pas venu. Ce soir en P1, nous accueillons Michel Drucker. Michel Drucker, bonsoir. Bonsoir Thierry. Bienvenue sur le plateau de Salut les terriens, Michel. Je suis très flatté de recevoir le parrain de la télé. Corleone. Le taulier, Don Drucker. Tu te souviens, avant, je t'appelais Terminator. Michel, si tu nous regardes, ah ben t'es là. Non. En P2, nous accueillerons Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, première adjointe de Bertrand Delanoë, le maire de Paris, porte-parole de Martine Aubry. Anne Hidalgo qui nous dira qu'elle n'est pas la fille de Michel Hidalgo et qu'il faut arrêter de lui parler tout le temps de France-Allemagne 82. Ça la gonfle. Toujours en P2, nous accueillerons Aurel San. Aurel San, le rappeur qui est passé de morceaux comme Sale pute à la petite marchande de porte-clés. Si ça continue, il va finir chez Drucker. Aurel San nous parlera de son nouvel album, Le Chant des Sirènes. Voilà. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Nicole Damaggio et sa fille Anne-Claire. Une mère et sa fille atteintes du syndrome d'Asperger, celui de Rainman, pour leur livre Une épée dans la brume chez Anne Carrière. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments Tranquilles. Michel Drucker, bonsoir. Vous êtes une sorte de lien vivant entre l'ORTF et YouTube. Quand vous avez commencé à la télé, les Beatles étaient 2 fois plus nombreux, Michel. Je les ai vus. Ouais. En 64. Trini Lopez, Sylvie Vartan. Ah oui, à l'Olympia. Oui. Ouais. Ça vous fait quoi maintenant, Michel? 69, non? Oui, je viens de passer ce cap. Je m'approche du 7. Année érotique? Année érotique, bien sûr. Ouais. 69 ans pour un mec dont le père s'appelait Abraham, c'est pas si vieux finalement. Non, c'est vrai, c'est bien de parler de lui. Il va y avoir un film. Il va y avoir un film de Qu'est-ce qu'on va faire de toi, réalisé par Jean-Daniel Vérac. Le casting se termine maintenant. Ce que je sais, c'est que c'est Simon Abkarian qui va jouer mon père. Alors Michel, nous allons parler de France 2, où vous animez Vivement Dimanche et Champs-Élysées, d'Europe 1, où vous animez Faites entrer l'invité, de la soirée 300 cœurs pour plus de vie, que vous animez lundi soir sur France 3. Michel, on vous a expliqué le principe de la retraite. Hein. Vous n'êtes pas obligé de travailler toute votre vie, vous savez ça quand même. Ah, mais mon modèle étant Charles Aznavour et Jean Piat, j'ai encore de la marge. Ah oui. Alors on commence avec France 2. Donc Vivement Dimanche à 14h15 et Vivement Dimanche prochain à 18h50. Ça marche très bien. C'est la 12e année et je me lasse pas du tout. Et puis j'ai l'impression que je m'améliore. Ouais. Ah, vous êtes je crois que je progresse. Et moi, c'est le louche quand il parle de moi, c'est un vieux copain, il dit, Drucker, c'est un tardif qui a commencé tôt. Ouais. Tout arrive tard. Ouais. Ouais, j'en suis pas encore au piercing et à la coke, mais ça va. Ça marche bien, c'est pas comme le reste. Hein. Qu'est-ce qui se passe à France 2, Michel? Parce qu'il se passe pas un jour sans qu'on lise un papier assassin dans la presse. Beaucoup de choses nouvelles. Et il faut du temps, donner du temps au temps. Quand on change des émissions qui étaient là depuis très longtemps, animées par des gens qui étaient identifiés, ça fait beaucoup. Donc il faut du temps. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Je reprends un petit peu la tribune dans Le Monde de M. Flimelin. Il y a comme des choses qui marchent bien. Et puis c'est le service public. Si le service public ne tente pas des trucs, c'est un peu un laboratoire. Je veux dire, il n'a pas à rendre des comptes tous les jours à la ménagère de moins de 50 ans, non? On n'a pas, nous, à s'adresser aux téléspectateurs en termes de consommateurs. Alors, vous avez vu l'émission de Delarue? Non. Ce serait bien qu'il se remette à la drogue, Delarue. L'émission de Michel Viguier, je cherche quelqu'un qui l'aurait vu. Ça se tourne chez moi. Ah! Au studio Gabriel. Vous avez signé pour un an, j'espère. Oui, absolument. Mais, vous savez... il faut être très modeste à la télévision. Comme dit Baffy, ceux que tu croises en montant l'escalier, c'est les mêmes que tu croises en descendant. Oui. Laurent, si tu nous regardes, Michel Drucker. Laurent, j'ai vu les bonobos. Ah oui, moi j'y vais là. Tu vas rire, c'est bien foutu. Hein. 3 mecs, un aveugle, un muet et un sourd. Qui veulent baiser.
Laurent Baffy. Bon alors, Michel, si vous étiez président du service public, est-ce que vous reprendriez Franz-Olivier Gisbert, Guillaume Durand, Mireille Dumas? Ben, ce sont des pros, évidemment. Ouais. Mais cela dit, je touche du bois, je suis encore là, mais je peux comprendre Non, mais- qu'un patron arrive, il dit voilà, on change. D'accord, mais ça vous est arrivé. Quand Philippe Guillaume est arrivé, il a dit Drucker, il est trop vieux, faut le virer. Ah non, Et- moi, ça a été beaucoup plus violent que ça. Il est venu déjeuner à la maison, et au moment où ma femme Dany ouvre la porte avec les cafés, elle entend « Écoutez Michel, je vais vous parler franchement, vous êtes un homme du passé. Oh, putain. La télévision de demain ne passera pas par vous. » Elle referme la porte, elle réchauffe le café, elle vient, je vous présente ma femme, etc. Ma femme le fusille du regard, ne reste pas. Je suis en âge, Ouais. j'ai 45 ans, 46 ans, je suis pas un vieillard. Et je dis, il a peut-être raison. Je suis totalement hagard, je le raccompagne à l'ascenseur. J'avais rendez-vous avec Depardieu, on partait faire Champs-Élysées avec Gérard aux États-Unis. Et là, il me dit un truc terrible dans l'ascenseur, une scène de film. Il est dans l'ascenseur, il me dit, écoutez, ne perdez pas le moral, vous allez continuer Champs-Élysées pendant 1 an et former un jeune. Oh là là. J'arrive à Roissy, je tombe sur Gérard, qui avait déjà fait pipi avant de monter dans l'avion, et qui me dit, tu n'as pas filé un coup de boule à s'enculer? Je dis, attends, écoute Gérard, je raconte ça, et Gérard Depardieu, et je lui dois ça, quand on s'est posé à New York, il m'a dit, tu appelles Francis Bouygues devant moi, et tu donnes rendez-vous. Et voilà. 5 jours après, Star 90. j'étais sur TF1. Et voilà. Michel Drucker. Est-ce que, si vous êtes patron du service public, vous rétablissez les speakerines? J'aime bien l'œil de Monsieur Froli. Faites-moi un gros plan des yeux de Thierry. Regardez, faites-moi un gros plan. Voilà, vous voyez, là. Hein. Il n'a pas besoin de sourire, on sait tout ce qu'il pense. Alors, les speakerines, Michel. mais les speakerines, c'est un grand souvenir. Ouais. D'ailleurs, quand ils ont repris sur TF1 Tournée Manège, Ouais. ben, je regrette qu'ils n'aient pas pris celle du début. Ah ouais. C'était vachement bien. Moi, j'étais alors- amoureux de Jacqueline Huette. Il y a un problème. Vous êtes patron du service public. Vous faites quoi pour la coiffure de Pujadas? C'est un peu Playmobil quand même. Non? David. Non, mais on l'adore, David, en fait. Oui. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais son journal est vachement bien. Quand Thierry vous dit ça, on Non, l'adore, c'est sa après coiffure. une bonne vanne. C'est sa coiffure. Alors, Michel, qui engagez-vous comme Miss Météo? Toutes les Miss Météo Ouais. font du cinéma. Ouais, c'est ça. C'est une sacrée rampe de lancement Ouais, quand c'est même. vrai. Hein. Avant, c'était le cours Florent, maintenant, c'est Canal. Mais il ne faut pas rester trop longtemps. Ouais. Hein. 1 an. Premier anticyclone, il faut partir. Alors, il y a France 2, mais il y a aussi Europe 1, avec Faites entrer l'invité tous les jours à 10h30. Alors, dans cette émission, vous vous lâchez. Et j'ai même l'impression, moi, que je suis plus rapide maintenant. Ouais. Je crois que ma vraie carrière télé va commencer maintenant. Et je vais faire un jour un one-man show. Eh ben oui, on espère bien. Comme Carlier. Alors, est-ce que vous n'aurez pas un jour envie de dire ce que vous pensez vraiment de tous les gens que vous recevez? Johnny Hallyday, par exemple, lui dire qu'il ressemble à Dolly Parton sans perruque, des trucs un peu hard comme ça. Vous n'avez pas envie, c'est un jour de... Alors, je vais répondre très franchement. J'ai débuté avec eux. J'étais inconnu, Thierry. ouais. Recevoir Il Johnny y en a quand bien j'avais qui 20 vous ans. énervent, Michel, il y en a bien qui vous gonflent quand même. Ah oui, il y en a qui me gonflent. Ceux Oui, que vous bien voyez sûr. 20 fois de suite comme ça, sur 20 ans, à un moment, vous en avez marre quand Non, même. c'est pas qui me gonfle. Je suis comme un chirurgien qui les opère. Voilà, Moi, et je je dis les dentiste. opère régulièrement. Et de temps en temps, évidemment, je refais une jambe, un bras. Non, objectivement, on ne peut pas faire ce métier, comme je le fais depuis si longtemps, si on n'aime pas les artistes. Il y en a bien un quand même que vous détestez dans tout ça, quand même. Que je déteste Un connard, un mec... Un enfoiré Ouais. Il y a, mais ils sont pas là pour se défendre, il y a des grands que j'ai Pas un reçus. mort, hein. Non, si, Bah non, Michel. mais si. Ah bah non. Il y a parmi ceux qui ne sont plus là, ces chers disparus, certains qui m'ont terrifié, qui m'ont intimidé. Simone Signoret m'a terrifié. Oui. Non, mais vous mon, l'aimez temps, bien. Non, mais qui- mon temps me foutait un petit peu les boules. Il a du mal, là. Non, mais je peux. Un, Michel. Un vraiment que vous pouvez plus voir. Un que je supporte pas. Ouais. Ça, c'est un scoop énorme. Il y en a pas vraiment un que. Non. Non. Ah, si, alors. Un. Mais il est plus là. Ouais. Je viens de parler de lui. Ouais. J'ai détesté longtemps Philippe Guillaume, qui m'a dit que j'étais un has-been. Ah ouais. Parce qu'il a fait me tuer. Puis il est bien. Il est mort et personne ne le connaît. Ah, le métier, elle le connaît. Mais sa fille est charmante. Virginie. Ah, que Virginie, j'ai elle est vue. magnifique. Que j'ai vue.
Bon alors, le truc le plus fou que vous ayez fait, me dites pas survoler le Mont-Saint-Michel en hélicoptère, Non. c'est pas le sujet. Hein. Ouais. Présenter l'émission avec Thierry Ardisson. Oui, d'accord. Bon, très bien. Ça a été un truc de fou. Faire un direct avec Thierry Ardisson. Oui, surtout, Ouais. surtout que le direct, c'était pas son truc. Non, pas vraiment, non. Alors, en fait, vous seriez pas en train de vous ardissoniser un peu pendant que moi je me druckérise un peu? Oui, peut-être. Sur le tard. On n'a pas parlé de Champs-Élysées, il y a aussi Champs-Élysées. Oui, on reprend là, début novembre. Voilà, la soirée avec Madame Chirac. Ouais. Elle était mariée avec Jacques Chirac, Bernadette. C'est pas un emploi fictif? Madame Chirac m'a dit quand ils ont quitté l'Élysée, dans un climat tendu, Michel, maintenant que nous ne sommes plus rien, je suppose que vous ne présenterez plus ma soirée pour les personnes âgées hospitalisées. J'ai dit, Bernadette, vous vous trompez. Tant que vous aurez besoin de moi, je le ferai, que vous soyez première dame ou ex-première dame. Écoute, elle est venue ici, elle était assise à ta place. Bernadette, si tu nous regardes. Voilà, donc je vais présenter ça Elle est lundi. sympa, Bernie, vraiment. Et elle me fait beaucoup Elle rire. est très bien, Bernie. Beaucoup rire. Ouais. Et elle a le cœur beaucoup plus à gauche que beaucoup de femmes de la gauche caviar. Et c'est une vraie méchante en plus. Quand elle casse quelqu'un, je peux te dire que c'est pas comme toi. Hein. Et c'est un spécialiste qui le dit. Hein. Eh ouais. Alors, bon, à part ça, tout va bien, mais on a deux petits problèmes. On a appris début septembre dans le Parisien qu'on vous avait volé votre portable, ce qui prouve que vous en avez un. Et si ça se trouve, vous connaissez le truc qui s'appelle Internet. Pour l'instant, j'en ai de réparer mon Minitel. D'accord. Voilà. Bonne réponse. Et puis alors, il y a cette histoire de maison égalière, là. On se demande pourquoi ça fait polémique. Hein. Regardez, franchement, je comprends pas. Mais ça, c'est le château de la Belle au Bois dormant, ça. Ah, c'est pas votre maison d'égalière. Non, pas du tout. Elle est beaucoup plus Je comprends pas modeste, que ça fasse polémique. Elle est bien, en tous les cas, cette baraque. Hein. Ouais, T'es dans quelle chambre? La chambre toi d'amis est tout en haut. le mec peut... Bon, et là, on arrive à la dernière question, celle que même moi, j'ose pas poser. Je vais la faire, on verra bien. Michel, vous aimez toujours autant les animaux? Oui. C'est qui votre chienne en ce moment? C'est une chienne de garde. Une chienne de garde qui me garde bien. Je te signale, mon cher Thierry, Oui. hein, Oui, que je suis un des plus vieux mariés du PAF. je sais. Je suis marié depuis 40 ans. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Drucker. Et nous accueillons Anne Hidalgo et Orelsan. Anne Hidalgo, bonsoir. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, première adjointe au maire de Paris et porte-parole de Martine Aubry. Vous êtes venue comment ce soir? En Vélib, en bus? Non, en Prius, voilà. Donc, vous essayez de vous en sortir, ouais, quand même. ouais. Ah non, je suis trop fatiguée, là. J'avoue D'accord. que, bon, voilà, donc Trop fatiguée pour être écolo, quoi. pas pour être écolo, mais pour venir en vélo. Donc une Prius, hein, une Prius, c'est Une bien Prius, parce je que, précise, voilà. donc c'est une voiture mixte, hybride. Voilà, en attendant les autolibes. Vous voulez que tous les Parisiens circulent en bus, mais on se gare comment? Vous voyez un mec faire un créneau avec un bus, vous? Alors, Anne, demain aura lieu le deuxième tour des primaires du PS. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr que c'est un socialiste qui va gagner, là. Oui, c'est vrai. Il y aura, j'espère, une socialiste face à Nicolas Sarkozy. Pour voter aux primaires, il faut payer 1 euro. Est-ce que ça sera déductible des impôts si la gauche gagne en 2012? Même sans victoire de la gauche, ça peut être déductible des impôts. La moyenne des dons qui ont été faits au premier tour est de 1,60 €. Alors, vous soutenez Martine Aubry. Pourquoi ce choix? C'était votre témoin de mariage et je vous ai offert une batterie de casseroles en cuivre. Non, d'abord, c'est un Elle vous a choix... offert quoi pour votre mariage, n'empêche? Elle nous avait offert des très belles serviettes de toilette, voilà, que j'ai toujours. Donc tous les jours... Voilà, tous les enveloppée dans les cadeaux de Martine. Non, surtout, voilà, Martine Aubry est une femme que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec elle, j'ai été conseillère à son cabinet quand elle était ministre de l'Emploi. C'est une femme déterminée, c'est une femme généreuse, elle est solide. Et voilà, je pense qu'il est temps qu'on ait une femme présidente de la République. Elle, en particulier. Vous avez dit, Martine, c'est une bosseuse. Ouais. Elle travaille plus que 35 heures, alors. Beaucoup plus, beaucoup plus. Mais en fait, les 35 heures, elle les a faites aussi pour les gens qui étaient crevés dans leur boulot et qui avaient aussi envie de prendre du temps pour autre chose. Alors, vous êtes la favorite pour succéder à Bertrand Delanoë à la mairie de Paris en 2014. C'est vrai qu'il a pris sa décision quand il a vu que vous connaissiez Bambino par cœur. Je suis pas sûre de le connaître par cœur, mais j'adore Dalida. Il vaut mieux. Ouais. Il vaut mieux, il a fait une place Dalida. Oui. Il va faire une école Freddie Mercury, vous croyez, non?
Bah, écoutez, je ne sais pas, à côté de Michel Drucker, que je dirais que tout ça n'a pas imprégné quand même notre culture. Voilà, moi j'aime ça. Vous avez déclaré que vous pensiez à la mairie de Paris tous les matins en vous maquillant. Oui. Fillon aussi. Oui, Il met du rouge à lèvres depuis. ça c'est pas mal. Il vous fait peur, Fillon? Bon, voilà, François Fillon est Premier ministre, il n'est pas très parisien, plutôt un parachutage. C'est ce que dit Rachida Dati aussi, C'est ce remarquez. qu'elle dit, oui, oui, j'ai Ouais. vu ça. Elle le Ouais. dit d'ailleurs, sans doute avec encore plus de force que Sûrement. je ne le dis. Sûrement, Voilà. oui, absolument. Alors, Fillon a d'ores et déjà commencé sa campagne. Il a acheté un plan de la ville pour pas se perdre. Oui, Mais c'est bien, il a raison. il Il a faut bien raison. commencer à un moment. Hein. Il a raison, Ouais. parce que Ouais. c'est une ville où on peut se perdre. En Eh même temps, oui. se perdre dans Paris, c'est aussi... Se perdre la nuit, on ne sait jamais de ce qui la peut arriver à poésie, Fillon. Bah voilà. oui. Fillon, maire de Paris. Pourquoi pas Premier ministre, hein, je veux dire. C'est vrai. Ça, je... C'est n'importe quoi. Alors, n'y aurais vous avez pas un pensé. truc, vous avez un truc formidable, c'est que vous savez faire la main sous le menton. Vous êtes quand même la reine. C'est vrai. Vous allez m'en faire une, juste une pour moi. Voilà. Je regarde vers demain, je n'ai pas peur car je suis socialiste. Ah, bravo. Ça vous va? Eh, tu l'aimes bien, Anne? Ah non, mais moi, la première fois que j'ai vu Anne Hidalgo... C'est en j'ai dit, mais- 62. Non, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était à Lyon, Ah oui. le quartier de la Duchère. Oui. Voilà, Ah ouais. parce que c'est une Lyonnaise au départ. Et, bon, d'origine espagnole. De Cadix, la belle de Cadix. Chacun le sait. Et j'ai trouvé qu'elle avait un physique très cinématographique. Ouais, Oh, vous ouais. êtes sympa. Vous n'avez pas croisé Almodovar à cette époque, Ah, vous non. Laurent. Et je vais vous dire quelque chose Vous allez qui me va faire vous plaire, mais rougir. c'est sincère, c'est qu'on a l'impression que le temps n'a pas de prise sur elle. Si vous Merci, voyez Anne Michel. Hidalgo à ses débuts et maintenant, c'est la même. Oh, il est trop sympa. Michel Drucker. Voilà, merci. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'avez jamais été ministre? Parce Vous auriez pu que l'être. ça fait 10 ans que la gauche n'est pas au pouvoir. Oui, il faut dire. Oui. Et donc, c'est un peu compliqué. Comme elle ne voulait pas être Voilà. une ministre d'ouverture, hein? Ah non, ça sûrement pas. Non, non, j'ai des Aurel San, convictions. vous connaissiez Anne Hidalgo? Non. Non, pas du tout. Elle est bien, hein? Non. Ouais, elle est bien. Elle est mignonne. Hein. Très, très cougar, quoi. Bon, dans la série Les mecs bizarres dont vos enfants téléchargent les disques après Rost et La Fouine, nous accueillons aujourd'hui Aurel San. Alors, vous êtes rappeur et vous êtes blanc. Vous avez d'autres points communs avec Pierre Sarkozy, non? Je crois qu'il fait les sons, je crois pas qu'il chante. Ah oui. Finalement, vous êtes un petit peu comme Christophe Lemaître en finale du 100 mètres. Si vous vous demandez ce que vous foutez là, quoi. Un blanc au milieu de tout ça, non? Ah, ça peut paraître un peu improbable. Après, on est en 2012, donc Ouais. le rap, ça évolue, ça Il y a se eu Eminem. mélange. Ouais. Ouais, il y en a eu plein. Akhenaton, Cool Ah, c'est vrai, Chain. ouais. Vous n'avez pas souffert d'un racisme anti-blanc dans le rap? Non, non, non. Votre vrai nom, là, c'est Aurélien Cotentin. Vous êtes né à Alençon. Votre mère est institutrice. Votre père, directeur d'école. dû être Vous avez fait content. des études de management. Alors, je continue ou je fous votre carrière en l'air, là? Mon premier album, il s'appelait Perdu d'avance. Ouais. Et je crois que plus on recherche la crédibilité, moins Ouais. on la trouve. Ouais. Donc j'ai toujours assumé ça. C'est des choses dont je parle dans mes textes. Ouais. Donc je prends pas ça comme des inconvénients. Alors, au départ, vous écoutiez plutôt Nirvana, et c'est vos copains de basket qui vous ont fait découvrir IAM et NTM. Ouais. Vous aviez 12 ans. Et quand vous parlez des gens qui vous ont influencé, vous citez un garçon que j'ai adoré au moins pour son premier disque, c'est Doc Gynéco, et vous dites « Quand Doc Gynéco décrivait des pigeons picorant du vomi de toxico, ça me parlait plus que les romances de la chanson française. C'est vrai que quand on a 15-16 ans, on va pas forcément se retrouver dans des grandes chansons d'amour, Ouais, ouais. de Garou ou des choses comme ça. Et d'entendre des gens qui faisaient des trucs plus Ah ouais, concrets, c'était bien. qui parlaient de réalité, qui parlaient de pigeons, de toxico, de vomi, ouais, ça me... C'est Dans ma rue, la chanson. Elle Ouais, est c'est excellente, ça. cette chanson. Alors, vous avez fait scandale avec une chanson intitulée Sale pute, sous le nom d'Orelsan. Alors, je le dis tout de suite, je comprends pas pourquoi il y a eu ce scandale, voilà. Parce que quand une gonzesse vous quitte, la première des choses, c'est dit sale pute, quoi, je veux dire. Non, mais, franchement, non, je comprends pas pourquoi tout le monde nous a pris la tête avec ça. Même au-delà de ça, même quand un gars quitte Ouais. sa copine, s'il y avait un équivalent de sale pute pour les gars, je Voilà, pense que... elle le dirait. Alors, donc, à l'époque, tout le monde vous est tombé dessus. Vous êtes devenu Charles Manson, quoi. C'était... Ouais, ouais, ouais. Hein? C'était marrant.
Enfin, c'était marrant, c'était intéressant pour moi. Ils l'ont fait chier, vous avez été annulé des Francopholies, du Printemps de Bourges. Au Printemps de Bourges, Daniel Colline avait gardé le concert, mais il y avait des manifs, des polémiques. Ouais. Vous étiez dans la lessiveuse, comme on dit. Ouais. Alors, vous n'avez pas baissé les bras. Vous sortez votre deuxième album, Le Chant des Sirènes, avec un titre qui s'appelle Suicide social. Alors, c'est très, très provo. C'est un mec qui va se suicider. Cette chanson, c'est une façon de parler un peu du communautarisme. Et le fait de voir la société sous forme de couche sociale, c'est un cliché. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde va être gay-friendly, etc. Vous dites, pour prouver que t'es pas homophobe, il faudra bientôt que tu suces des types. Vous n'avez pas peur de vous mettre les homos à dos, ce coup-ci, non? Non. C'est ce que dit le personnage dans la chanson. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des communautés qui se sentent plus facilement offensées que d'autres. C'est rarement... Je parle aussi des ouvriers dedans. J'ai pas de collectif d'ouvriers qui sont en train de dire « Oui, mais c'est contre le prolétariat. » Non, c'est très bien ce que vous faites. Et puis alors, il y a une chanson qui s'appelle Raël San. Donc vous revenez sur la polémique, évidemment, sale pute, et vous dites « Je voulais tout plaquer, quitter le son. J'ai presque abandonné sans faire ma deuxième livraison. » Et dans Le Chant des Sirènes, vous dites... Notre chanson, les requins avec qui je taffais, les suceurs qui me grattaient, m'ont poussé à cracher un deuxième disque raté. Ben, je vais vous dire, il n'est pas du tout raté, votre deuxième disque. Merci. Vraiment. Merci. Vraiment. Et vous serez au Bataclan le 14 décembre, le lendemain de Joe Star, qui est le 13 décembre. Mais c'est complet. C'est Et on complet. refait une date au mois de février. Ah ben, disons, bravo. Qu'est-ce qu'ils pensent, vos parents qui sont enseignants, de ce que vous faites en ce moment? Comment ils ont vécu le buzz, là, avec Sale pute? Maman, oui, Michel Drucker a dit sale pute. Tu vois, maman, faut pas m'en vouloir quand je le dis, moi. Mais je fais comme Michel Drucker. On en a discuté, je leur ai expliqué, ils ont bien compris pourquoi j'avais fait ça. Notamment, je me rappelle une phrase de ma grand-mère, parce que mon grand-père a eu un peu plus de mal à comprendre pourquoi j'avais fait ça, parce que c'est une autre génération, ils comprennent pas comment on peut faire un truc un peu provoquant avec des gros mots, etc. Et ma grand-mère lui disait, mais moi, quand on se dispute, j'ai envie de t'étrangler. J'aurais pu la faire, la chanson. Vous l'aimez bien? Je suis pas fan. Hein. Aïe. Non, vraiment, je suis pas fan. J'avais été choquée, c'est vrai. En même temps, très gênée dans la polémique, parce que je comprends bien quand un artiste... l'art ne doit pas connaître de limites. Voilà. En même temps... Quand il y a des textes qui peuvent, pour certains, pousser aussi à la violence, vous savez, c'est tellement dur, il y a tellement de femmes qui se font tabasser, qui meurent tous les jours. Je vois tellement ça au quotidien que je ne peux pas le retirer de ma façon d'entendre vos textes. Idem sur les homos, quoi. Donc, je sais qu'il y a un vrai débat sur censure, pas censure, c'est quoi l'art, jusqu'où ça va, et qui décide que c'est de l'art ou que c'est plus de l'art. Mais en même temps, je ne peux pas retirer tout ce que je vois de la vie réelle quand j'écoute vos textes, quoi. Après, ça n'a pas de rapport pour moi. Dans ces cas-là, on ne peut plus faire de chansons qui parlent de cancer, on ne peut plus faire de chansons qui parlent de meurtre, de crime. Pour moi, il faut savoir... je veux dire, quand je regarde un film, je ne rapporte pas tout à moi non plus. Et les gens sont beaucoup moins cons qu'on le croit. C'est-à-dire que les gens savent analyser... C'est pas une question de conneries, c'est une question de sensibilité. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Après, censurer, ça reste une autre histoire. Bien, Aurel San qui sera chez Michel Drucker dans Vivement dimanche prochain. C'est spécial. Spécial rappeur. Tiens, tu devrais faire un spécial rappeur. Oui, bien sûr. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Arnaud Dacier, contributeur du site atlantico.fr, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Arnaud Montebourg a toujours paru très satisfait de lui-même. Mais cette semaine, il y avait de quoi. C'est lui qui a imposé l'idée de la primaire, lui qui a organisé le scrutin, lui qui est le grand gagnant du premier tour, lui et encore lui. Et le PS dans tout ça? À vrai dire, le PS, Arnaud s'en fout. Faut dire que pour lui, Hollande et Aubry sont aussi ringards l'un que l'autre. Martine Aubry, François Hollande, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et en plus, Martine et François sont des losers. Je ne sais pas s'ils sont capables, l'un comme l'autre, de se dépasser eux-mêmes. Bref, 70% des électeurs de la primaire ont voté Hollande et Aubry, mais Arnaud décrète qu'ils n'ont rien compris. Il a décidé que désormais le PS devait s'aligner sur Mélenchon pour lutter contre la mondialisation, mondialisation, et sur Eva Joly pour lutter contre la corruption. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Bref, Arnaud se voulait l'arbitre de la primaire, alors qu'en réalité, il est le cheval de Troie des thèses des Verts et de Mélenchon au sein du PS. Résultat, les électeurs écolos et d'extrême gauche vont pouvoir désigner demain le candidat du PS contre qui ils voteront au premier tour en 2012. Y a pas de doute, la primaire socialiste, c'est vraiment une idée géniale. La preuve, c'est Arnaud Montebourg qui l'a eu. Voilà, c'était l'édito de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe. Arnaud Dacier, bonsoir. Donc vous êtes entrepreneur web, blogueur de droite, comme vous dites, contributeur du site Atlantico, et vous avez un site qui s'appelle Regard d'Acier, ce qui est un jeu de mots, évidemment, d'acier. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, le succès des primaires, 2,5 millions de votants, c'est pas mal. Ça fait 6% des inscrits, et non pas 4 comme dit Copé. Et à Paris, 16%. Faut qu'il apprenne à compter. Alors, aux USA, les primaires, c'est 9%. Et ça existe depuis 100 ans. Donc en France, pour les premières 6%, c'est un succès. C'est vraiment une grande avancée démocratique. D'ailleurs, ça fait débat à l'UMP. Hein. Ah ouais, bah oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces primaires? Ça vous a plu? Oui, ça m'a beaucoup plu, moi. Oui, Ouais. Vous allez me fâcher avec Copé et Sarkozy, là. Vous avez voté? Non, quand même pas. Je voulais voter pour Valls, moi, c'était mon bah oui, candidat. c'est le plus à Je l'ai droite. trouvé- Oui, mais même, je l'ai trouvé sincère, je l'ai trouvé vrai. Et vous avez voté, Orelsan, vous? Non. Non, vous en foutez. Non, de ça. non, non. Des primaires socialistes, c'est pas mon... Ouais, déjà, ouais. je me suis posé la question pour qui j'aurais voté. Ouais. C'est déjà J'ai déjà fait un C'est un début. cheminement, ouais. Vous avez voté, vous, Michel? Je vais voter demain. Ah, pour qui? Je réfléchis. Je pensais que demain, il y aura une forte fréquentation. Je suis pas sûr, parce que moi, je trouve que le vrai débat idéologique, il était entre Montebourg et Valls. Et pour moi, Aubry et Hollande, c'est la même chose. Vraiment, c'est presque pareil. Le débat, d'ailleurs, le dernier était assez ennuyeux. C'était très techno, c'était très sur des mesures de dépenses Il y a 5,9 publiques. millions de personnes Oui, qui sont parce que ennuyées. non, mais parce qu'on s'intéresse au débat. Je l'ai regardé, mais je me suis ennuyé. Non, il y a des vraies différences. Les renvoyer dos à dos n'est pas intellectuellement ni fondé ni juste. Il n'y a pas de différence dans les idées. non. Si, il y a quand même quelques différences importantes. Par exemple, si Martine Aubry, sur la question européenne, est allée beaucoup plus loin sur cette idée qu'on ne peut pas accepter le libéralisme tel qu'il est, ça fait des dégâts monstrueux. On n'est pas du tout pour le protectionnisme. Elle a proposé une autre voie, imposer des règles, par exemple, à des pays qui viennent concurrencer les produits européens, qui ne respectent ni les normes sociales, ni environnementales. Ça vous intéresse, vous, le retour des socialistes? Non, mais bon, là, je vois qu'on accuse le libéralisme et on sous-entend que François Hollande est un libéral de gauche. La réalité, c'est que la crise dans laquelle on est, c'est la crise des dettes des États souverains dont on nous disait qu'un État ne pouvait pas faire faillite. C'est ce qu'on nous entendait, ce que s'entend en permanence. Résultat, les banques se sont gavées de dettes publiques et aujourd'hui, on se rend compte qu'évidemment, on ne peut pas monter au ciel, que les États peuvent faire faillite. La Grèce va faire probablement une forme de faillite et toutes les banques qui ont accepté de leur prêter en pensant que les États ne pourraient jamais faire faillite, là, elles ont été incompétentes, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont en difficulté. Avec une analyse comme ça, on n'est pas prêt de sortir de la crise. Hein. La seule piste que proposent ceux qui sont les tenants de la thèse que vient de nous expliquer M. Dacier, c'est l'austérité. Nous, on dit il faut réduire la dette, ça c'est indispensable, mais il faut réduire la dette et en même temps soutenir la croissance et soutenir voilà. la consommation. Non, mais Voilà, bon, ça c'est vraiment ce qui va être le grand débat Bien sûr. de l'élection de Bien sûr. 2012. C'est-à-dire, est-ce que c'est la rigueur ou est-ce Voilà. qu'au contraire c'est Est-ce qu'il y a la une croissance autre- qui un repart? autre chemin c'est pas la rigueur, c'est la bonne gestion. On ne peut pas continuer à dites vivre ça en aux gens qui permanence sont au chômage. au-dessus des moyens du pays. La responsabilité des États et des hommes politiques dans la crise actuelle est extrêmement lourde. Après, les acteurs économiques comme les banquiers ont fait preuve de manque de prudence et d'une certaine incompétence parce qu'ils ont cru à tout ça et qu'ils se sont, je dirais, jetés dans cette spéculation de façon totalement irraisonnable. Mais la cause première, ce sont les dettes, c'est les dépenses Donc pour vous, publiques l'État-providence, c'est fini. il est mort. Il Enfin, faut baisser les riches pourraient dépenses. payer un peu plus d'impôts, Bien sûr. Michel, par exemple. Mais il faut Super. baisser les dépenses. Pardon? Non, mais, honnêtement, non, mais, moi, tu serais d'accord pour payer un peu plus d'impôts? Ça me gêne absolument pas. Ben voilà, moi aussi. Pas du tout. Mais ça ne réglera pas Non, l'essentiel du d'accord, problème. mais enfin, faut voir ce qu'il gagne, quand c'est même. symbolique. Michel, non mais ça me revient là. Tu vas voter demain, alors. Oui. Mais c'est pas pour les gens de gauche, ce truc? Mais il n'y a pas que des gens de gauche qui ont voté. Progressiste. Eh oui. Bon, alors, la vraie alliance, là, sérieusement, c'est quand même Aubry ou Hollande avec Bayrou. Parce que là, ce qui se passe,
Non? Non. Si elle n'est pas avec Bayrou, elle est avec Mélenchon. Mais ça se pose pas en ces termes-là. Ah si, à un moment, il faut faire 51. Je crois pas. Hein, non, ouais. non, je crois que ça ne se pose pas du tout en ces termes-là. Vous savez, les consignes de vote, ça marche pas aujourd'hui. Chacun est libre. Chaque citoyen considère que c'est avec son cœur et avec sa raison qu'il va voter. C'est un peu pareil pour une élection présidentielle. Vous pensez que la gauche peut gagner sans Bayrou, vous? Non, puisque quand on fait des études d'opinion, on voit que la gauche en France, c'est à peu près 40%. Donc non, il faudra le soutien probablement de Bayrou pour gagner. Bien. On continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Les indignés sont les enfants de la crise. Et comme la crise est partout, eh ben les indignés aussi. Au printemps, c'était l'Espagne. Cet été, Israël. Eh ben cet automne, c'est au tour des Américains. Même au pays du dollar, on s'indigne contre l'argent roi. En un mois, le mouvement lancé par une poignée d'étudiants dans un square face à Wall Street a gagné tout le pays. Des milliers de personnes ont manifesté dans une centaine de villes, un tiers des Américains est favorable au mouvement et 2 prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz et Paul Krugman, soutiennent l'indignation qui monte contre un système où les pertes sont assumées par 99% des Américains et les profits réservés à 1% d'entre eux seulement. Du côté de la droite républicaine, l'indignation monte aussi, mais pas contre le système, plutôt contre les pauvres. Don't blame Wall Street. Don't blame the big banks. If you don't have a job and you're not rich, blame yourself. Côté démocrate, le parti a lancé une pétition de soutien et on se demande si Obama ne pourrait pas récupérer le mouvement. I believe we have to do everything we can to ensure that no crisis like this ever happens again. Après le 11 septembre, Bush a convaincu les Américains que le terrorisme était leur pire ennemi. Pourtant, en 2008, l'explosion qui a dévasté leur pays, c'était celle de la bulle immobilière. Et si les financiers de Wall Street étaient plus dangereux que les terroristes d'Al-Qaïda? En tout cas, pour l'instant, le seul milliardaire qu'Obama ait envoyé par le fond, c'est Ben Laden. Les autres sont en pleine forme. Merci pour eux. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Alors aujourd'hui, samedi 15 octobre, c'est la journée mondiale des indignés. Et ces images sont impressionnantes quand même. C'est fou. Et moi, j'ai un frère qui habite aux États-Unis. Ouais. Et il m'a raconté ça. Mais c'est quand même incroyable. Ce qu'on voit là. Puis comme les Américains, c'est pas des latins. C'est quand ils commencent un truc, ils vont au bout. Il y a des chances que ça soit pas terminé, cette histoire. Hein. Ce qui est terrible, c'est que tout ça est parti du livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, un petit bouquin. Et en France, ça marche pas. Il y a eu 3 Pékins, place de la Bastille, ils sont restés 3 jours. On a l'impression que ça marche dans tous les pays du monde, sauf là où ça a été inventé, l'indignation. Les politiques doivent, à partir de ce que les peuples sont en train d'exprimer là, le comprendre, l'analyser et faire en sorte que les solutions soient politiques. Parce que moi, ma conviction, c'est que la solution ne peut être que politique. Qu'est-ce qui vous indigne, vous? Que les contribuables soient obligés de payer les pertes des banques qui ont pris leurs risques et qui ont perdu. Par incompétence et par appât du gain. Moi, je suis un libéral, donc la liberté, en face, c'est la responsabilité. Donc une banque qui spécule et qui se plante, eh bien, on la ferme, elle fait faillite. Et puis les autres banques qui ont été plus compétentes, plus sérieuses, elles trouvent un espace pour croître. C'est comme ça que ça marche. Et moi, je suis indigné, effectivement, qu'on demande à 99% de la population de rogner sur leur patrimoine durement acquis par leur travail pour aller sauver des spéculateurs, des traders qui se mettent des millions d'euros dans la poche tous les ans. Michel Drucker, le mot de la fin, mesdames, messieurs. Non, il y a une chose, moi, qui m'irrite beaucoup. Quand on dit les politiques tous pourris, je sais bien qu'il y a eu beaucoup d'affaires, c'est pas vrai. C'est pas bien. C'est un métier de chien. C'est un métier de chien. On a à perdre sa santé, ses amis, souvent ses enfants, ses illusions. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, si, il faut en faire. Non, vous me découragez un peu, parce que là, je me présente aux législatives, moi. Donc, il faut que la politique se réouvre à la société civile. Et moi, je suis contre le cumul des mandats. La vie politique est trop fermée sur un petit nombre de personnes qui cumulent. Je pense qu'il faut repolitiser au bon sens du terme, c'est-à-dire redonner le goût. La politique, c'est aussi avoir le goût des autres, savoir pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. C'est ça, déjà, le début de la politique. C'est ce que font les indignés. Hein. Il faut que les jeunes viennent vers la politique, qu'ils nous disent, pas uniquement à l'extérieur, mais aussi à un moment donné, qu'ils franchissent la porte des partis politiques. Tu ailles vers la politique, appelle Anne, j'ai son portable. Bien.
Arnaud, merci d'avoir été avec nous. Orelsan, merci d'avoir été avec nous. Très bon album. Nous sommes toujours en compagnie de Anne Hidalgo, Michel Drucker. Et nous accueillons nos invités du samedi 20h ce soir, Nicole et Anne-Claire Damaggio. Bonsoir. Alors, selon le ministère de la Santé, l'autisme touche une personne sur 150 en France. Le syndrome d'Asperger que vous portez, Anne-Claire, concerne environ 30 000 personnes. C'est une forme d'autisme dans laquelle les malades sont dotés d'une intelligence hors norme. On pense que Albert Einstein, Isaac Newton, Mozart, Hitchcock, Bill Gates étaient Asperger. Nicole, pendant 15 ans, vous avez tout fait pour insérer Anne-Claire dans la société et vous racontez tout ça dans un livre intitulé « Une épée dans la brume », publié chez Anne Carrière. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous Stéphane, pour Guillon 2012. Ça va Stéphane? Vous êtes content de travailler chez nous? Eh bien, je ne suis pas sûr, Thierry Ardisson, de continuer à faire ma revue de presse chez vous. Je n'en suis pas sûr. Je vais écrire une lettre à tous les impétrants travaillant à Canal+, Yann Barthès, Michel Denisot et les Guignols, afin qu'ils reprennent mes propositions sur l'humour en France, la galéjade hexagonale et la satire gauloise. Et j'irai, Thierry Ardisson, nous irons chez ceux et celles qui me cireront les pompes, les brodequins, les savates et les bottines. J'ai pris la grosse tête, ce n'est un secret pour personne. J'ai une hypertrophie du moi et j'ai envie qu'on me flatte, qu'on me courtise et qu'on me flagorne. Fin de citation. Thierry Ardisson, c'est une fin de citation. Très beau lapsus d'Arnaud Montebourg chez David Pujadas. Je ne sais pas si je suce un arbitre à la place de je ne sais pas si je suis un arbitre. À quand une association Montebourg-Rachida, elle ferait des fellations, il sucerait des arbitres. Pour l'occasion, Hortefeux exhiberait ses empreintes génitales. « 25 chrétiens ont été massacrés par l'armée égyptienne lors d'une manifestation pacifique. Si l'Égypte est de nouveau une dictature, c'est une très bonne nouvelle pour Ali Omari. Elle qui ne sait pas où aller pour les vacances de Noël, ils vont pouvoir l'inviter. » Pub. Dimanche, même si vous n'êtes pas de gauche, pour faire chier Copé, votez aux primaires. Et un document exceptionnel nous parvient à l'instant. DSK était tout habillé lorsqu'il est sorti de la douche du Sofitel. Non, c'est un isoloir à Sarcelles, pardon. DSK a voté pour Martine Aubry, symbole de la gauche dure. L'ancien directeur du FMI a justifié son choix. Je suis pour la gauche dure. La gauche dure, qu'est-ce que c'est, la gauche dure? La gauche dure, Thierry Ardisson, c'est être réactif. À l'étranger, séminaire, colloque international, quelles que soient les personnes qu'on croise, hôtesse, secrétaire, dame pipi, il faut être ferme. Ferme sur ses positions. Et être ferme, qu'est-ce que c'est, Thierry? Thierry Ardisson, qu'est-ce que c'est? Être ferme. Être ferme, c'est ne pas mollir. Jamais. Quoi qu'il arrive. Préférer quelques secondes de plaisir, de jouissance, de nirvana, quitte à sacrifier un destin, une ambition. Tout plutôt qu'être mou. Être dur, Thierry Ardisson, c'est une philosophie. Alzheimer.
Rémi Fimelin, le PDG de France Télévisions, s'est félicité du succès de la nouvelle émission de France Olivier Gisbert, alors que celle-ci n'avait pas été diffusée à l'antenne. La semaine prochaine, Rémi Fimelin devrait se féliciter du retour de Pascal Sevran sur France 2. Excuse-moi, Pascal. Je voulais pas être désagréable. Michel Drucker a été à ton enterrement? Oui, il y va toujours, merci. La société MySense lance une ligne de vêtements intelligents pour bébé. Équipée d'une pastille, celle-ci devient bleu foncé quand bébé a froid. La couleur qui change, c'est une idée qu'ils ont piquée à Véronique Courgeot. Rose, bébé était bien, il venait de naître. Bleu, elle l'avait mis à dormir dans le congélateur. Elle revient, Courgeot. De temps en temps. De temps en temps. J'y suis attaché, comme vous savez. Elle me glace. David Beckham, bientôt, Paris Saint-Germain. Le joueur anglais défilera 10 minutes par match sur la pelouse du parc. David sera en maillot rouge et bleu, 100% polyester, et en maillot rouge et blanc pour les rencontres à l'extérieur. S'il est blessé, David continuera la compétition en arborant la doudoune capuche PSG au prix de 110 €. Le club salue le plus gros transfert de l'histoire de la mode. Pour ses concerts au printemps prochain, Johnny est déjà à tarif réduit. Comme il est lui-même très réduit, c'est bien d'avoir ajusté les tarifs. Dominique Besnéard, l'ancien agent de Ségolène Royal, a été ému par les larmes de la candidate aux primaires. Ah ben moi j'ai été bouleversé, hein, tout d'un coup, c'est la Ségo qu'on aime, hein, c'est plus la fofolle dingue habitée d'une mission divine qui scande fraternité, fraternité, que les clochettes. Hein. Tout d'un coup, c'est l'émotion, c'est Greta Garbo, c'est la divine, c'est Bacall dans Casablanca, Deneuve dans le dernier métro, c'est le Titanic, c'est magnifique. De toute façon, elle va rebondir, hein, c'est une femme forte. Hein. À Le Poitou-Charentes, c'est une terrienne. Hein. Puis avec ses tenues blanches et rouges, elle va retrouver du travail chez Darty, hein. Ah Ségo, attendez. Ségo, ça peut devenir la coqueluche de l'électroménager, hein. Si elle avait été élue, elle voulait proposer un contrat à la nation. C'est Darty, c'est le contrat de confiance, hein. C'est la même chose. Ah non, elle va faire un malheur. Allez, à la semaine prochaine, salut. C'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à nos invités du samedi 20h. Nicole et Anne-Claire, rebonsoir. Alors Nicole, après une enfance et une adolescence à la fois heureuse et studieuse, vous intégrez l'école des hautes études commerciales de Lille et à 22 ans, vous entamez une carrière professionnelle à Paris dans l'industrie du luxe. Vous grimpez 4 à 4 les échelons de votre groupe et vous devenez bientôt directrice du service export avec 400 personnes sous vos ordres. Et puis un jour, alors que vous êtes en week-end sur vos terres natales, dans la région de Saint-Brieuc, vous rencontrez celui qui deviendra le père de vos 2 enfants. Le premier enfant, c'est Anne-Claire. Dès les premières heures de la vie d'Anne-Claire, vous avez une étrange intuition. Vous la trouvez très jolie, très sage, mais aussi trop distante. Et j'étais même rassurée qu'elle soit très sage, mais ça s'est vite révélé comme étant trop sage, tout court. C'est un bébé facile, elle a bon appétit, un sommeil impeccable. Mais au fil des mois, cette impression d'impassibilité que vous avez notée au départ refait surface. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la communication entre nous. Et à cette époque, bien sûr, je présente Anne-Claire aux médecins qui me disent « mais tout va bien ». Alors petit à petit, les détails s'accumulent et vous commencez à vous poser des questions. Anne-Claire ne s'anime jamais toute seule et pour qu'elle réagisse, il faut la stimuler. Elle semble voir sans regarder, elle est absente, elle est indifférente, comme si le reste du monde était un néant en fait. Mais j'ignorais quel était son monde à ce moment-là. Oui. Elle réagissait très bien à moi et à ma mère, et c'est tout. Alors Anne-Claire, à 6 mois, lorsque vos regards se croisent pour la première fois,
Là, vous avez la preuve qu'elle voit, mais son monde, dites-vous, la happe aussitôt. Il y a comme une frayeur de voir qui nous sommes réellement. Alors, vers l'âge d'1 an, Anne-Claire commence à marcher, les bras en l'air. Évidemment, on ne comprenait pas pourquoi. Non. Et en fait, c'est parce qu'on lui avait appris à marcher, c'est des adultes qui l'encadraient et elle avait les bras en l'air. Et voilà. Et elle continuait comme ça. Voilà. Alors, vous voyez qu'elle n'acquiert rien de manière naturelle. Tout doit être décomposé, séquencé, expliqué, répété. Alors évidemment, les gens vous traitent à ce moment-là de mère étouffante en disant « fous-lui la paix à ta fille ». Voilà, c'est ça. Une mère qui ne laisse pas son enfant faire son expérience. Or, je le sais, mais Anne-Claire partait, par exemple, mais elle ne revenait pas. Ouais. Je ne savais pas pourquoi. Voilà, et un jour, votre vie bascule. C'est la fameuse histoire du gravier. Anne-Claire ramasse un gravier. Elle reste avec ce gravier dans la main. Elle s'assoit par terre. Oui. Et elle reste comme ça. Elle est perdue dans son univers. Oui, en tout cas, elle n'était pas dans le nôtre. Et elle n'a pas eu le réflexe de demander de l'aide ou bien d'exprimer ce qu'elle faisait. Et là, c'est un autre monde qu'il fallait que je découvre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en revanche, Anne-Claire développe un langage extrêmement bien construit. Elle est très précoce à ce niveau-là. Elle employait déjà à 2 ans des subjonctifs, ce qui est quand même très étonnant. Vous vous souvenez de vos premiers contacts avec le monde, vos premiers souvenirs d'enfance ? J'ai effectivement quelques souvenirs de mon enfance. En termes de contact et autres, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai apporté réellement le soin d'un souvenir travaillé, dirons-nous. Puisque j'ai toujours travaillé, quel que soit mon âge, en intuition raisonnée, et certes à divers degrés selon mes années de vie, puisque je suis adepte du paradigme qui veut que l'on apprenne en proportion de ses années de vie. Mais je me rappelle tout de même de l'affaire du gravier, et je me rappelle parfaitement tout de même avoir conscience en partie de ce que je faisais, et je ne pense pas ne pas avoir eu le réflexe de demander de l'aide, mais je me rappelle déjà, je me pense avoir eu déjà cette précocité en termes de fierté, ce que j'appelle aujourd'hui sobriété, et qui faisait que j'aimais mieux me débrouiller par mes propres moyens, si limités soient-ils, plutôt que de demander de l'aide. Alors, évidemment, la précocité intellectuelle de votre fille vous encourage. Vous dites à l'école, ça va être formidable. Malheureusement, l'école maternelle s'avère terriblement compliquée. Et 3 ans plus tard, le verdict tombe, et c'est quelque chose qui vous poursuivra tout le temps. Elle serait mieux ailleurs. Ouais. Alors que vous, votre seule ambition, c'était de la socialiser. Mais vous naviguez à vue, en fait. Vous ne connaissez pas à ce moment-là le problème d'Anne-Claire. Si elle n'était pas frottée au monde dans lequel elle allait vivre plus tard, elle serait de toute façon éjectée. Voilà. Et ça a été la terreur dans laquelle, malheureusement ce mot est fort, mais il est réel, dans laquelle j'ai vécu pour ne pas arriver à cette extrémité et passer toute mon énergie à expliquer ce qu'elle avait, à trouver des outils et à faire en sorte qu'elle reste dans le système. Alors, il y a des moments excellents, c'est-à-dire un jour, dans une kermesse, vous récitez à la perfection un poème extrêmement long, extrêmement complexe. Je me rappelle effectivement avoir eu déjà tout enfant le goût du théâtre, le goût de la représentation, mais surtout le goût des symboles. Ouais. La passion des symboles, devrais-je dire. Ouais. Alors, pour qu'elle entre en primaire, vous vous battez, et vous dites, il y a une phrase dans le livre qui est « Je viens de faire échapper ma fille à rien et je l'emmène vers l'impossible ». Ah oui, ça a été un tournant de mon existence, puisque j'ai fait échapper au redoublement de la maternelle qui ne servait à rien, et puis la mettre dans l'école primaire. Alors, face à ça, les toubibs n'ont pas de réponse. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce n'est pas une maladie, hein, c'est un syndrome, donc un fonctionnement différent. On ne peut pas atteindre ce syndrome, on le porte. Voilà. Oui. Personnellement, j'aurais tendance à dire qu'il ne s'agit pas même d'un syndrome qui s'ordonnance autour de symptômes. J'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'une spécificité. Ouais. Alors petit à petit, vos efforts portent leurs fruits. Par exemple, l'histoire de France, qu'elle découvre à travers la lecture, elle devient obsessionnelle de l'histoire de France. Passionnelle. Oui, passionnelle de tout. Explique. Plutôt, je me référencerai très volontiers à la passion que décrit Jean Racine. Non pas les passions, ni même l'amour inconditionnel qu'il décrit, mais vraiment la passion avec le P majuscule qu'il décrit comme étant le scintillement qui a acquis tout le flamboiement. Alors, vous êtes évidemment épuisé par ce travail permanent. Et là, vous amenez Anne-Claire chez un psy.
Et vous dites, c'est 2 ans de gentilles conversations, quoi. Ça n'a servi à rien, cette histoire. À rien. Alors, le psy vous conseille un centre spécialisé, vous y allez. Oui, pour voir. Vous dites jamais. Non, jamais. Ça, jamais. Parce que vous voulez qu'elle soit socialisée, donc vous pouvez pas la... Elle sera dans la vie. Quand j'ai vu qu'on me disait qu'elle ne saurait jamais lire, écrire et compter et que c'était son avenir, j'ai été horrifiée. Le mot est... Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Je suis sortie avec elle et j'ai dit, elle sera dans la vie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en arrivant dans ce centre, Anne-Claire voit les autres enfants, elle dit « Oh, des humains ». Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraterrestre dans... Ça veut bien dire qu'elle avait une perception du monde différente d'une autre. Oui, bien sûr. À charge de trouver où était ce monde et de quoi il était constitué. Extraordinaire. Oui. Alors en fait, le problème, c'est que vous avez du mal, vous avez toutes les solutions devant vous, et vous avez du mal à faire un choix. Non. Expliquez-moi. C'est quand même Expliquez-moi, Anne-Claire. Je ne pense pas que ce soit vraiment cela. Tout du moins ne le dirais-je pas de cette manière, mais il s'agit plutôt, puisque toute vie est une forme d'art, il s'agit plutôt de ciseler son art de choix. D'accord. Nous, Asperger et autistes en général, avons une vision plutôt kaléidoscopique des choses, ce qui ne signifie pas nécessairement que le détail prime sur la globalité, mais que nous ayons une vision de mosaïque où nous avons déjà le motif plénier, et non pas forcément total, mais bien plénier et dans son essence propre en tête et devant les yeux. Et les Asperger sont globalement doués pour presque tout, sauf pour les choses ordinaires. Voilà. C'est le propre du génie, ça. Vous savez, c'est le professeur Nimbus. Mais comme le dit Théo Peters, qui m'a fait l'honneur de la préface dans mon livre, le génie et le handicap se touchent souvent. Et nous sommes vraiment dans cette sphère-là. Alors au collège, c'est beaucoup plus dur. Hein. D'abord, il faut y aller. Et pour ça, il faut traverser la rue. Et là, vous la faites répéter, quoi. Pour le feu rouge, traverser la rue, regarder. Vous lui faites faire 100 fois les choses pour qu'elle se mette bien ces choses très simples dans la tête, en fait. Tout passe par un raisonnement intellectuel, scientifique, avec la condition qu'ils comprennent et qu'ils acceptent tous les tenants et aboutissants d'une même situation pour l'intégrer et l'appliquer. Alors voilà, puis bon, c'est très difficile parce que les adolescents, vous dites dans le livre, sont des prédateurs, évidemment. Il y en a qui l'agressent, il y en a qui l'insultent, il y en a qui lui disent des obscénités. Vous avez vécu ça comment? Je l'ai très vite assimilé à une veillée d'armes. D'accord. Mais surtout, peut-être, l'auteur, et je lui en rends grâce, qui m'a peut-être le plus sauvée durant cette période, ou du moins qui m'a aidée à tenir, et Jean Raspail, notamment avec l'une de ses citations que j'aime beaucoup. Quand on représente une cause presque perdue, il faut bondir sur son cheval, sonner la trompette et tenter la dernière sortie, sans quoi l'on meurt au fond de la forteresse, que plus personne n'assiège, car la vie s'en est allée. Vous êtes, dites-vous, une mère par bribes, parce que vous êtes évidemment sa maman, mais aussi son éducatrice, sa psychologue, son esclave, son otage, sa juge, sa tortionnaire. Enfin, c'est un rapport extrêmement compliqué. La douceur, on essaie, bien sûr, mais il faut une telle intensité pour les faire réagir et agir, mais qu'on est obligé d'être très intense. Alors voilà, et puis un jour, en regardant la télévision, vous découvrez qu'elle porte le syndrome d'Asperger, et là, vous êtes un peu soulagé, vous vous dites, ça existe, finalement. Et là, c'est presque une victoire. Je me suis reconnue, je me dis, mais j'avais raison, c'est ça. Quand votre maman vous a dit, voilà, tu es une Asperger, ça vous a fait quoi? J'ai tout de suite revu les aspects qui pouvaient être désagréables dans ma vie future. J'ai tout de suite vu l'aspect stigmatisant. Mais je me suis dit, puisque j'en avais l'habitude, que le mieux que je pouvais faire, c'était de le fabriquer, enfin, comment dirais-je, de le recréer. De le recréer, de me l'approprier, d'en faire un art de choix et surtout de le transformer en jouet philosophique. Je me dis jamais Asperger, ni différente, ni autre chose de ce genre, mais je me dis brodeuse de brume. Ah. Alors c'est magnifique. Ce qui explique entre autres la couleur blanche que je porte ce soir. Et vous en souffriez des méthodes de votre mère? C'est-à-dire quand elle vous dressait pour traverser la rue, c'était insupportable pour vous? Comme tout adolescent, nous avons à cœur de soigner nos effets. Néanmoins, je dirais que nos relations ont toujours été et seront toujours raciniennes, dans un sens plus ou moins total du terme. Et en ce sens, ma foi, l'amour que je lui porte n'a pas nécessairement besoin d'être confirmé par une affection, démonstrative. Démonstrative, voilà.
Alors, vos efforts de socialisation s'avèrent payants. Vous lui apprenez à converser, à communiquer. Alors, elle décroche son brevet. Vous faites des études de communication à l'université de Toulouse. Ensuite, un master de sciences politiques. Et vous êtes major de votre promotion à la sortie. Alors, qu'est-ce que vous diriez à un couple, à des parents, à une maman qui a un enfant qui porte un syndrome comparable? Je lui dirais surtout de ne pas paniquer et je dirais d'expliquer, d'aller convaincre, de ne jamais abandonner pour obtenir ce qu'ils sentent en tant qu'intuition de parents, ce qu'ils sentent qu'il est bon de faire pour son enfant, d'une part. D'autre part, d'œuvrer tout de suite pour un diagnostic très précoce, car c'est ce qui fait défaut en France. Nous avons un retard considérable en matière d'autisme et d'Asperger en France. Et ensuite, de lutter et de proposer des solutions pour qu'il y ait un accompagnement qui soit parfaitement personnalisé pour que les Asperger et ceux qui ont une différence invisible aient une place légitime à leur hauteur dans nos entreprises, dans nos sociétés, car ils sont capables du meilleur et ils nous offrent une vision du monde totalement différente. Justement, vous vous projetez comment dans l'avenir, Anne-Claire? Tout d'abord, j'espère un jour mériter pleinement la qualification d'être humainement belle. Ce sera mon premier objectif. Et je pense que tout le reste doit s'ordonnancer autour, puisque la première décision vient du cœur et l'intelligence dont nous sommes tous dépositaires doit faire ce que notre cœur décide. C'est extraordinaire. C'est un métier formidable, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Oui. Vous avez envie de fonder une famille, d'être maman? Ce n'est pas dans mes projets immédiats, mais... C'est pas exclu. Ah, ça fait partie des choses. Cette beauté humaine que vous revendiquez, vous l'avez. Dites-nous le mot de la fin. J'aurais tendance à dire que la normalité n'est pas le summum de ce qui peut s'atteindre. Ça, c'est bien. C'est très bien. Voilà, c'était Salut les Terriens. Rendez-vous samedi prochain, ici, à la même heure. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Laco et l'édito des Gréments. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.